Ce n'est pas un hasard si j'ai pris le micro d'Elisabeth Moreno. Parce que je dois vous dire que la conviction, la passion, l'optimisme, le souci de traduire en actes des valeurs profondément ancrées, c'est tout cela qui a fait que lorsque nous avons construit ces universités d'automne, c'est tout cela qui a fait que je me suis dit qu'une seule personne pouvait les présider. Et je me suis battu pour qu'elles viennent. À coup de texto, vous vous rendez compte, on a failli avoir une visio. Quel gâchis. Et je voulais, Madame la ministre, chère Elisabeth, vous remercier du fond du cœur pour la franchise, la sincérité, la passion, le partenariat, et j'y reviendrai. Mais je voudrais surtout dire à tous ceux qui se sont exprimés, mon cher Amine, Agnès, M. Duchossois que je ne connais pas, Alexis, ça a été remarquable, c'est vrai, mais y compris hier, Monsieur le Premier ministre qui nous a accueillis, je voudrais vous dire, ce qui m'a stupéfait, c'est la proximité qu'il y a entre les attentes, les combats, l'agenda politique, qui est celui qui habite nos invités, nos intervenants, ceux qui nous ont accueillis hier, la proximité de ces combats avec ceux dont nous parlons, ceux sur quoi nous travaillons, ceux au sujet de quoi nous nous disputons parfois, notre quotidien depuis des années. L'acuité, l'actualité de tout ce que vous entreprenez ici et dans vos sections a fait en moi un écho incroyable avec ce que j'entends et ce que j'ai pu entendre hier soir. Et lorsque, d'un trait d'humour, je disais à Édouard Philippe qu'il ferait, puisque nous sommes dans une année présidentielle, virgule à tous égards, virgule, un excellent président de la LICRA au mois de mars prochain, mais je pourrais dire à chacun de vous, le message que vous portez, c'est le message pour lequel nous nous battons. Ce matin, je ne savais pas exactement, je vous assure que c'est vrai, ce que je voulais dire. Mais je savais une chose, c'est que je voulais vous dire quelque chose, vous parler. C'est que je voulais que vous compreniez combien la présence, les petits différends, c'est vrai, je suis parfois dans ma bulle et c'est vrai que parfois je ne regarde pas suffisamment longtemps celui qui me parle. Mais qui n'a pas ses défauts? Mais vous savez combien, et chacun d'entre vous est comme moi, nous sommes pleinement dans notre combat et voilà. Alors, il y a des moments de détente où on se retrouve tous. Amine. 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 Quelle voix. Mais quelle voix. Mais nous allons parcourir la scène, Amine, avec Sarah qui est là-bas. Et puis, ce fut une surprise. Vous dire combien j'étais concentré, je l'avais même oublié. Nous ne voulions pas que cela soit public, mais ça a été un vrai bonheur, une fierté d'abord, un bonheur, une rencontre. Mila, je vais te dire combien tu nous as été précieuse par la proximité qui a été la tienne avec tous ceux que tu as pu rencontrer. Tu t'es noyé, fondu dans cette équipe. Tu as une voix merveilleuse et tu sais combien je suis sensible aux voix. Et tu as eu, je vais essayer de ne pas être trop personnel, mais tu as cette ingénuité qui fait la force de ton combat. Tu as cette sincérité qui n'est pas construite, qui est viscérale. Tu dis ce que tu penses. Je ne te comprends pas toujours, mais je sais que tout ce que tu dis, tu le penses. Et ton combat, qui est le combat pour la liberté d'expression, je ne prône pas le droit au blasphème, mais c'est un droit. Ton combat, c'est le nôtre. Ta place, elle est ici. Je pense que tu n'as pas envie de devenir président de la LICRA, mais en tout cas, tu es ici, chez toi, et vraiment un grand merci pour tout ce que tu représentes. Reviens nous voir, s'il te plaît. Alors, je vais enlever ma montre parce qu'il ne faut pas que je sois trop long et que c'est un moyen pour moi, comme lorsque je plaide, de surveiller tout cela. Je voudrais commencer par des remerciements, évidemment.
Je remercie Harry. Harry, c'est... Bah oui. Heureusement qu'il y a Harry. Harry, il a ce talent de vous dire des choses que moi, je ne pourrais pas vous dire. Mais comme vous adorez Harry, vous lui pardonnez tout. Alors, j'use et j'abuse d'Harry. Harry nous a accueillis merveilleusement. Je remercie vraiment l'équipe du Pasino, du fond du cœur. Ça a été cette année encore formidable. Je voudrais remercier Camille et toute l'équipe du siège qui est là-bas et que j'ai vu. Un grand merci pour cette organisation. Je voudrais avoir une pensée pour 3 amis. Et je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle, mais j'avais demandé à Amine, tu me le dis, hein, faut pas que j'oublie. Mais je pense à eux très, très fort, je vous le dis très simplement. Stéphane Nivet, qui n'est pas là et qui m'a envoyé des petits textos et qui nous a vraiment souhaité de bonnes universités. Je voudrais penser aussi à Dominique Morel, qui vous embrasse tous et qui, en plus d'être un proche de Madame Elisabeth Moreno, nous accompagne et nous enrichit depuis des années maintenant. Et puis elle est revenue. Elle est là. Je l'ai prise entre mes bras. Vous aussi certainement. Je ne sais pas où elle est. Mais comme je suis content d'avoir Corinne avec nous aujourd'hui. Et nous travaillons pour le temps long. Et nous traversons des temps troubles. Nous traversons des temps de confusion. Vous vous rendez compte, les vagues successives qui ont déferlé sur, j'allais dire notre nation, mais je le dis, et notre République. Les attentats, la vague sanitaire, le déferlement, la parole libérée, les réseaux sociaux où même s'ils ont des chips avec un jogging en sous-sol, celui-ci, se croyant totalement impuni, se permet de dire, d'écrire, de propager n'importe quoi. Et dans ces temps troubles, dans ces temps de tension, dans ces temps de confusion, le réflexe de certains d'entre eux, de ceux qui sont en charge de nos affaires, ce serait la politique du déclin, la collapsologie, la politique en noir et blanc, une France figée, une recherche d'une certaine pureté, le rejet de l'altérité, ô combien cela est éloigné de nous, le rejet de l'altérité, finalement, face à ces temps que nous traversons et qui ne sont pas calmes. Il y a une certaine politique de la peur. La peur se vend bien, la peur est marchande, la peur permet des regroupements dangereux parfois, mais la peur, ce n'est pas un récit qui permet à une république d'avancer. Ce n'est pas un récit qui permet à un peuple de se retrouver pour construire. Parce que la politique, c'est se retrouver pour construire et agir. La peur, c'est se réfugier. C'est se réfugier dans une identité sans regarder celui qui est à droite, sans regarder celui qui est à gauche, et en se disant « je suis là, ça suffit, c'est bon », et pourvu que ça dure. On ne bâtit pas une société, une citoyenneté commune, un universalisme sur un repli qui est fait de peur. Et je vais à l'essentiel. Que les choses soient dites. La bête immonde, elle a plusieurs têtes. Et je serai, nous serons intraitables avec ceux qui trouveraient quelque excuse à l'une de ces bêtes immondes parce que finalement, ils disent que beaucoup de Français pensent tout bas. Sale juif, tu crèves. Est-ce que c'est du débat public? Sale bougnoul, va-t'en. Est-ce que c'est du débat politique? Est-ce que c'est la liberté d'expression? Est-ce que c'est acceptable dans une citoyenneté civilisée? C'est la disparition souhaitée de la loi de 1972, la loi Pleven. C'est supprimer la différence entre ce qui est une opinion et un délit. C'est l'essence même de notre combat. J'allais dire, c'est
L'inaccessible étoile, on m'a rappelé que c'était hier le décès de Jacques Brel, vous savez combien je l'aime. C'est l'inaccessible étoile vers laquelle on doit toujours tendre. Refuser l'inacceptable. Et l'on voudrait, parce que finalement c'est pas si grave et que tout doit être débattu, écarter la loi Pleven. J'ai dans la pochette, je ne vais pas vous la montrer, enfin je l'ai, l'ordonnance annotée de quelqu'un sur le statut d'une communauté. Non, ça n'intéresse pas les Français. Ça n'intéresse pas les Français. Les Français, ce qui les intéresse, c'est l'immigration. Attendez, ne tombons pas dans le piège. Les faussaires de la République, les faussaires de l'histoire. Puis dernier point, je vais à l'essentiel. Pour ceux ou celles qui pourraient être charmés par la culture historique, l'air débonnaire, le sourire toujours aux lèvres, le talent littéraire. Lisez. Et d'ailleurs je vous remercie, nous sommes ici, il fait beau, on est tous ensemble, nous sommes des hommes et des femmes engagés, donc nous lisons. Lisez Le Premier Sexe. Ça c'est l'universalisme. Je suis homme et je suis horrifié de ce qui a pu être écrit sur les femmes. Quand vous lisez Le Premier Sexe, vous ne pouvez pas trouver acceptable que ce projet fondé sur la peur, le rejet, le refus de l'altérité soit un projet digne d'une société qui se veut adulte, civilisée, pleine de promesses. C'est ce que je voulais vous dire, allant à l'essentiel, mais vous avez compris que l'hydre, la bête immonde, a plusieurs têtes, et que nous devons, dans notre combat républicain, ne pas oublier l'islamo-gauchisme, ne pas oublier le mouvement décolonial, ne pas oublier le repli identitaire, s'élever toujours contre les manifestations duquel on veut exclure les blancs ou les hommes ou autres. Nous avons ce devoir de vigilance, d'autant plus que nous sommes dans une année présidentielle. Alors une fois que l'on a constaté que nous étions dans un état de confusion, une fois que l'on constatait que nous savons, puisque nous sommes ici tous ensemble, que nous refusons un projet politique qui est fondé sur la peur, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la politique, il nous reste la République, il nous reste, et je suis très heureux de l'avoir entendu aujourd'hui, la fierté de ce que l'État a été protecteur, mais de ce que aussi l'État de droit a été protecteur, que l'État de droit garantit nos libertés, et que lorsque dans une manifestation, dans un continuum que je me plais à répéter, que je vais vous expliquer, et qui commence par l'impunité sur les réseaux sociaux, ou anonymement, parce qu'on sait qu'on ne sera pas puni, on peut écrire les pires immondices. Et puis de cette impunité anonyme, celle-ci se déplace dans une foule un peu moins anonyme, mais noyée dans la foule pendant la manifestation des Gilets jaunes, où on entendait des cris, où on voyait à peine des pancartes, il se disait, je reste anonyme, plus ou moins anonyme, déplacement, anonymat total vers la foule. Et cet été, pour moi, ce qui a été effrayant, c'est que cette femme, quelle que soit son origine politique, mais quand même, brandissait une pancarte au su et au vu de tout le monde, de façon explicite, arguant de propos et de dénonciations antisémites. Vous vous rendez compte le mal que crée cette dérégulation sur les réseaux sociaux dans un continuum où cette parole libérée, où l'on confond, mais ça rejoint le propos antérieur, hein. Si on supprime la loi Pleven, cette dame, elle a le droit. C'est comme le Ku Klux Klan qui vient défiler aux États-Unis et qui demande mort aux Noirs, mort aux Noirs, mort aux Noirs. Et ça, c'est tout à fait dans la Constitution européenne, mais nous ne sommes pas, et je m'en réjouis, aux États-Unis, mais bien en Europe. Et c'est la Convention européenne des droits de l'homme, j'y viendrai. Et donc, l'état de droit, il nous a protégés. Puisque vous parliez de fraternité, elle existe quand même. C'est amusant parce que quand j'ai préparé cette prise de parole avec mon ami Emmanuel de Bono, que je voudrais remercier aussi, qui fait un remarquable travail sur le DDV, il me disait, mais Mario, fraternité, égalité, liberté.
Fraternité. La phrase de Sophie Élyséon dans le DDV, remarquable, vous devez le lire. Les fraternels sont plus nombreux que les haineux. Je ne partageais pas cet optimisme. Je ne le partageais pas. Puis je vous ai entendu, et c'est vrai finalement qu'il y a quand même encore, mais il faut lutter, des manifestations fraternelles lorsque des propos antisémites où des hommes ou des femmes sont visés par des actes antisémites. Lorsque une jeune fille use de sa liberté d'expression et qu'on défend un modèle républicain et qu'il y a, certes, pardon de la vulgarité du terme, des salopards, mais aussi des fraternels qui rappellent autour de certains principes de droit que nous sommes tous unis parce que nous sommes tous citoyens d'une même communauté. Et cette unicité de communauté, c'est peut-être ce qui crée la fraternité. L'universalisme crée la fraternité. L'universalisme nous oblige à déplacer notre propre identité, à considérer qu'il ne faut pas être blanc pour défendre les blancs, noir pour défendre les noirs, femme pour défendre les femmes, mais que tous, citoyens d'une même communauté, nous vivons ensemble. Lorsque, c'est un écho avec ce que vous disiez tout à l'heure, nous nous connaissons, nous nous défendons, nous nous engueulons, nous nous réconcilions. Finalement, nous sommes frères et sœurs. Finalement. Alors il faut s'appuyer sur ce que la République a de fort, la fraternité. L'égalité, je préfère l'équité. Je préfère l'équité, mais l'égalité, on va se battre pour l'égalité. L'équité tend vers la justice, c'est vrai Harry. L'égalité plus vers l'égalitarisme. Alors on va se battre pour l'égalité, mais nous sommes en année électorale, je parle à des militants de la LICRA, nous allons nous battre pour l'égalité, parce que dans notre objet, dans notre ADN, il y a la lutte contre le racisme, il y a la lutte contre l'antisémitisme, puis il y a la lutte contre les discriminations. Et on va faire pas notre autocritique, mais notre analyse. C'est vrai que le travail que nous faisons dans la lutte contre les discriminations, qui est peut-être, jusqu'à l'arrivée de Madame Moreno, le parfait écho du travail qui avait été fait jusque-là dans la lutte contre les discriminations, n'est peut-être pas à la hauteur. Je vous dis comme je pense. Donc on s'est mis au travail. Vous allez voir un DDV, droit de vivre, spécial discrimination. Galina Elbaz crée une commission de lutte contre les discriminations et nous allons travailler activement afin de, en partenariat avec les pouvoirs publics, émettre des propositions dans le cadre de cette campagne présidentielle pour la lutte contre les discriminations. Alors, Madame le ministre, si vous êtes ici, c'est pas par hasard. Parce que je vous aime bien, d'abord, parce que vous avez votre franc-parler, parce que vous savez que lorsque je suis insatisfait, je l'exprime, vous ne m'en tenez pas rigueur, et puis on essaye de trouver une solution. Et puis parce que, tiens, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en vacances, un peu plus de 2 jours, hein, je vous l'espère aussi, quand même, pour vous. Et on était en juillet 2020. Et là, sur mon lieu de vacances, je reçois un coup de fil. Monsieur le Président, ça me fait toujours... Président Stasi, non, tu peux m'appeler Mario. Mais Monsieur le Président, Madame la Ministre voudrait vous parler. Tiens, Madame la Ministre. Madame Moreno, qui venait d'être nommée, c'est la première fois que ça m'est arrivé, et qui prend son téléphone pour me dire, voilà, vous êtes un partenaire, je sais que la LICRA est sérieuse, je voudrais qu'on prenne rendez-vous, on va travailler sur des sujets, est-ce que vous pouvez réfléchir sur tel ou tel ou tel sujet? Je peux vous assurer, tout en vous aidant dans la comparaison, que ce travail avec Madame la Ministre, je pense n'avoir jamais pu le faire, ou cette prise de contact sérieux et sympathique avant Madame la Ministre. Mais, est-ce que la plateforme de lutte contre les discriminations est satisfaisante? Ben, je vais vous dire non. Non, pourquoi? Et c'est là où l'articulation politique et publique doit aussi être améliorée. C'est que souvent on part d'une bonne idée, louable, d'un principe que l'on érige. Et ensuite, il y a l'articulation administrative, de régulation politique, de prise de décision. Ce n'est pas uniquement de la responsabilité de Madame la Ministre. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, alors que, souvenez-vous, Monsieur le Président de la République avait annoncé que la LICRA serait le partenaire principal, pourquoi pas, c'était un honneur,
dans le cadre d'un grand plan de lutte contre les discriminations. Qui s'est emparé de ce plan? Vous, de l'outil, le défenseur des droits, qui a réuni, pardon Slimane, mais c'est l'exacte vérité, l'entièreté des associations. Nous avons fait notre part de job. On s'est retrouvés au milieu d'autres associations, pourquoi pas, à partir du moment où nous travaillons tous pour le même but. Je répondais à celui ou celle qui me disait les accords avec d'autres associations. Oui, si c'est pour travailler vers un même but, donc ok. Mais au bout du compte, les salariés, les militants du siège qui traitent de ce dossier-là m'ont dit il y a peu, nous n'avons pas plus de dossiers de plainte via ce portail que nous n'en avions auparavant. Donc, c'est un immense chantier, c'est un chantier qui nous est cher, c'est pas évident, hein, ça va vous nous demander aussi. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise, je vous le dis très simplement, dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. J'ai pas l'impression de faire vivre des discriminations dans mon cabinet, mon associé est une femme, pardon. L'inverse c'est vrai aussi. C'est pour moi, et c'est la raison pour laquelle on s'engage tous dans cette association. C'est d'une évidence. Bon, et j'espère que vous avez tous la même sincérité qui consiste à faire vivre dans votre milieu professionnel et domestique les principes que vous érigez. Mais c'est vrai que c'est extrêmement technique de lutter contre les discriminations. Et ce que vous venez de me dire sur les quotas a achevé de me convaincre. Moi, je ne suis pas partisan de nature, de culture, d'histoire, de politique des quotas. Mais, ce que vous venez de m'expliquer sur la méritocratie est pour moi totalement convaincant. Liberté. Liberté, c'est très important la liberté. C'est celle qu'il faut préserver. Y compris la liberté de ceux qui veulent attenter à la liberté. Parce que dans le débat public, politique, je parle de la liberté d'expression. Quand je vous disais qu'on peut être fier de nos principes, tout peut se dire, jusqu'à la commission d'un délit, mais tout se dit. On est dans un pays politique, dans une nation, c'est incroyable, c'est épuisant d'ailleurs, c'est épuisant, dans une nation où tout se débat, tout se construit, tout s'argumente, jusqu'à l'invective. Mais attention, cette liberté, elle a des limites. Elle a des limites, c'est, comment dire, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Et vous évoquiez l'Europe, c'est celle qui nous protège, cette limite. C'est que cette liberté à tout va dans l'expression, elle peut être mortifère. Et c'est là où je dis, et je redis, que vouloir faire disparaître les lois mémorielles, vouloir faire disparaître les délits racistes, c'est beaucoup plus dangereux que l'on imagine dans le tissu social, dans la citoyenneté commune que nous essayons de construire. Si tout se dit, plus rien n'est possible, plus aucune construction n'est possible. Et je vais vous dire, et je vais parler de nous. Je suis heureux, pleinement heureux, parce que lorsque nous avons des désaccords, et j'en ai, l'équipe en a, et lors du Conseil fédéral, on s'est dit certaines choses, on se les dit en gardant une tenue, un respect, un discours maîtrisé. Il n'y a ni insulte ni invective, parce que nous savons, nous, que l'équilibre entre ce que nous sommes capables de construire, l'inaccessible étoile, et ce qu'il est facile de détruire, une société de peur, de lâcheté, de repli sur soi, et donc de laisser aller sans le respect mutuel que nous nous devons, cet équilibre, il est ô combien fragile. Donc cette liberté de parole, elle a ses limites, c'est ce qu'on peut appeler le respect que l'on se doit, c'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, je ne vais pas vous le lire, mais il est passionnant. Il est passionnant parce c'est une vraie édification d'une vie commune. Et puis, il y a dans cette liberté, comment dire, une fois qu'on a construit ou qu'on s'est rasséréné sur cet état de droit qui nous a aidés,
qui nous a protégés. Il faut maintenant aller de l'avant. Année présidentielle. Depuis quelques années, bien avant moi, mais notre équipe et le bureau exécutif et le Conseil fédéral, nous avons construit un antiracisme qui n'est pas seulement un antiracisme de vigilance, il faut être vigilant, qui n'est pas simplement un antiracisme de dénonciation, il faut dénoncer, qui n'est pas simplement un antiracisme, de combat judiciaire, et je veux rendre hommage aujourd'hui aux 80 avocats bénévoles partout en France qui vont accompagner tous les plaignants et les victimes d'actes de racisme, d'antisémitisme ou de discrimination. C'est avec plaisir que je vois quelques avocats ici. Parce que loin des procès médiatiques indispensables, mais qui ont été réducteurs peut-être dans l'image que l'on a donnée de la LICRA, il faut savoir que quotidiennement, les 14 salariés, les 80 avocats, les sections 45 très actives, font non seulement de l'accueil de victimes et de la médiation, mais interviennent régulièrement auprès de tel serveur de café qui se fait traiter de sale bougnoule, pardon, mais c'est un terme qui revient souvent. Il faut savoir que nous combattons tous les racismes. Eh bien, cette présence des avocats, ce combat judiciaire, ce n'est pas uniquement la vie quotidienne de la LICRA. Vous la connaissez, la vie quotidienne de la LICRA. C'est un antiracisme de combat. C'est un antiracisme de proximité. C'est un antiracisme de partenariat, de formation, d'éducation. Alors nous avons vocation à vivre dans la République, à vivre avec la République, à vivre pour la République. Mais nous ne pourrons pas, mener ces combats seuls. Et je me souviens qu'il y a 3 ans, quand je suis venu au Havre avec vous tous, et que nous étions dans le salon de l'hôtel de ville. J'avais, dans le cadre d'un discours plus formel que celui-ci, plus tribun et moins orateur, m'a-t-on dit, pourquoi pas, adressé un message aux élus. Si les mots engagent, les subventions engagent, les partenariats engagent, ne décevez pas la promesse. Ça ne veut pas dire ne dites pas n'importe quoi, ça veut dire mettez dans les actes ce que vous prônez. Je me fiche de savoir, je vous le dis comme je le pense, s'il est écrit laïcité sur le fronton d'une mairie, si le maire qui habite cette mairie ne la fait pas vivre. Les actes, les actes, les actes. Et nous sommes en train de construire un antiracisme de proximité, un antiracisme républicain ancré dans une utopie peut-être, en tout cas un projet politique qu'est l'universalisme. Et c'est vrai que j'ai été très heureux hier de voir que dans la création de ce mouvement, alors maintenant on ne peut plus dire qu'on agit, on ne peut plus le dire, en même temps on ne peut plus le dire, quand je suis devant ma télé modem, ça me fait bizarre, et les horizons, on ne peut plus dire horizon, sinon on va tout de suite taxer de partisanisme. Bon, hein, on peut agir pour un nouvel horizon. Bon. Attention à la récupération, Agnès. Hein, eh bien, vous verrez que les vertiges que ce parti a mis en exergue et les défis que celui-ci met en avant, il y a clairement le combat pour le maintien, le respect, la plénitude de ce qui est pour nous le plus cher, l'universalisme. C'est rassurant. C'est très rassurant. Alors, peu de mots. On va continuer cet antiracisme de combat. Nous allons intervenir encore et encore dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, chère Hélène. Nous allons encore, et j'en suis très heureux, intervenir dans les écoles de police et de gendarmerie. Près de 70 interventions pour 2021. Nous allons encore et encore parcourir les universités. Encore une touche hier avec une jeune femme qui tient Sciences Po Le Havre. Nous étions venus avec mon ami Frédéric Potier parler de la liberté d'expression, des délits, tout ce que l'on veut voir supprimer pour que le tout soit permis. Nous allons encore et encore intervenir et nous battre
pour qu'il y ait enfin une régulation des réseaux sociaux et que ce ne soit pas les GAFAM, par leur simple modération discrétionnaire, qui décident de ce qu'on doit écrire ou de ce qu'on ne doit pas écrire, mais que la décence soit régulée par une loi. C'est aussi, Gilbert, tu as raison, le niveau européen, et je voudrais remercier la Commission internationale, parce que le travail que nous faisons, Madame la Ministre, vous avez tout à fait raison, doit avoir un écho, une imprégnation, une implication au niveau européen. Et nous suivons, la LICRA suit, nous ne communiquons pas assez dessus. Peut-être, c'est notre tort, peut-être, mais nous travaillons aussi auprès de la Commission pour, dans le cadre de la directive, faire en sorte que les GAFAM aient un siège social en France, pour qu'on puisse les poursuivre, pour qu'on puisse les enjoindre de donner l'identité de celui qui écrit sale bougnoule de façon anonyme et qui se croit impuni. C'est un combat que nous devons mener. Et puis, le délinquant raciste, ce n'est pas un délinquant d'exception. Combien de fois allons-nous répéter que la loi de 1881 qui protège la liberté d'expression, qui est une loi juste, qui protège les journalistes, elle ne doit pas protéger les délinquants racistes. Et que tout aménagement qu'on essaye de lui apporter, le garde des Sceaux y a apporté un aménagement tout à fait louable, permettant la comparution immédiate très rapidement d'auteurs écrits, pas les directeurs de publication, mais il y a des aménagements. Mais pourquoi ne sortons-nous pas la loi Pleven de la loi sur la presse? Pourquoi n'en faisons-nous pas tout simplement des articles du code pénal? Où est la difficulté? Voilà l'antiracisme de proximité, l'antiracisme d'action, l'altérité. Rien de ce qui est humain m'est étranger. Terence. Rien de ce qui est humain m'est étranger. L'altérité, c'est la générosité. L'altérité, c'est l'accueil. L'altérité, c'est l'accueil des réfugiés. Rien de ce qui est afghan m'est étranger. C'est aussi l'ADN de la LICRA. Et lorsque les uns ou les autres brandiront des stops à l'immigration, j'attends de nous, j'attends de vous, que nous fassions honneur à cette promesse de l'altérité. Sinon, nous ne sommes pas des militants de la LICRA. Mais une générosité qui ne doit pas être naïve, et j'ai presque terminé les amis, qui ne doit pas être naïve. Vous voyez, en 1933, Bernard Lecage s'adresse à la Société des Nations. Je vais le retrouver parce que je ne veux absolument pas abîmer cette déclaration qui est d'une limpidité et qui pour moi, et je ne la retrouve pas, c'est extraordinaire, et qui pour moi est, comment dire, est un guide, qui fait que nous sommes certes un club de pensée, et je le dis d'ailleurs sans caricaturer, nous aimons débattre. Alain David, mon ami philosophe, le fils caché d'Emmanuel Lévinas, aime nous rappeler des pensées parfois profondes, toujours profondes, parfois compréhensibles, et la plupart du temps utiles quand même. Nous sommes un club de pensée. Mais, je voudrais la retrouver. Mais ce club de pensée n'est pas... Oui, tu vas la retrouver. Je vais terminer sans papier. Ce club de pensée n'est pas suffisant, vous le savez bien. Et puis tant pis, je vais la dire de mémoire. En 1933, nous accueillons, la LICRA accueille les Juifs allemands. Et dans cette... Et avant la LICA, merci, les luttes contre les pogroms. La LICA accueille tous les réfugiés. Et Bernard Lecage s'adresse à la Société des Nations. Et il dit en quelques mots les choses suivantes. Il est de notre devoir d'accueillir. Il parle même de fugitifs. À l'époque, il n'y avait pas de connotation péjorative. Il est de notre devoir moral d'accueillir les fugitifs.
mais il est de notre responsabilité et de la responsabilité des pouvoirs publics d'organiser l'accueil de ces fugitifs dans les territoires en Europe afin que ne naissent pas des ghettos. C'est cet antiracisme réaliste, réaliste parce qu'humaniste, humaniste donc réaliste, qu'il nous faut construire. Cet antiracisme réaliste, généreux certes, et qui fait que si nous ne sommes pas d'accord sur quelques points, nous sommes d'accord sur l'essentiel, et c'est ça une nation finalement. C'est cet antiracisme réaliste, généreux, humaniste que nous devons construire et pour lequel nous devons nous battre dans les mois à venir. Nous le ferons avec les pouvoirs publics. Vous le ferez avec vous, vos collectivités territoriales, dans les sections, dans vos commissions. Cet antiracisme ne peut vivre de façon peut-être souterraine, anonyme, mais ne peut vivre que quotidiennement. Quand bien même le président que je suis prendrait la parole à la télévision pour rappeler les quelques principes dont j'ai ébauché une esquisse. J'avais prévu bien évidemment de vous dire beaucoup plus que j'ai dit aujourd'hui, mais il est tard. Quand bien même nous avons accès aux médias, quand bien même notre voix est respectée et crédible, je le vois par la multiplication des conventions et nous croulons sur les demandes. Ne le dites pas trop fort, on va dire que nous sommes riches de... Non, nous croulons sous les demandes de formation professionnelle, d'entreprises qui veulent que nous intervenions pour évoquer la laïcité, la discrimination, l'ascenseur social, d'écoles de police et de gendarmerie. Il faut travailler sur le périscolaire, mes amis. Le périscolaire, c'est le moment où les enfants quittent l'école pour rejoindre la maison. C'est un moment de vide. C'est un moment de vide. Ça, c'est pas de notre responsabilité, mais nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez dans vos sections. Dans les mois à venir, n'attendez pas tout d'une parole publique. Je vous promets que nous ferons le nécessaire pour être audibles et crédibles et combattre nos valeurs. Nous serons intraitables, je le dis bien, intraitables face à la société de la peur et du repli sur soi. J'aime l'optimisme lucide. Je n'aime pas cette affiche. Parce que si je l'aimais bien vendredi soir, et puis tout ce que j'ai entendu, je la trouve en noir et blanc, je la trouve fracturée. Elle est belle, Arthur, le problème n'est pas là. Mais ce n'est pas l'utopie, ce n'est pas l'inaccessible étoile, ce n'est pas ce vers quoi nous tendons. Nous tendons à avoir enlevé le point d'interrogation, à avoir diverses couleurs, à avoir une diversité, à avoir la France, la nation, la République, la LICRA, unie et indivisible. Je termine. Ne vous interdisez rien. Il faut viser la lune. Car même en cas d'échec, nous terminerons dans les étoiles.